T'est-il déjà arrivé de te réveiller plus fatigué que lorsque tu t'es couché? Pas seulement physiquement, intérieurement aussi, comme si ton corps avait dormi, mais que ton esprit, lui, était resté éveillé toute la nuit. Beaucoup de personnes pensent que le sommeil sert uniquement à récupérer de l'énergie. Pourtant, il représente aussi l'un des moments où notre monde intérieur devient le plus réceptif. Les dernières pensées qui traversent notre esprit avant de nous endormir ne disparaissent pas avec la nuit. Elles accompagnent souvent le travail silencieux du cerveau, du système nerveux et de la mémoire émotionnelle. Nous faisons très attention à ce que nous mangeons avant de dormir, à la température de notre chambre ou au nombre d'heures de sommeil. Mais beaucoup oublient une question essentielle. Avec quel état intérieur allons-nous nous endormir? Certaines personnes ferment les yeux après avoir passé 1 heure à faire défiler les réseaux sociaux, à lire des mauvaises nouvelles ou à revivre mentalement une dispute. D'autres s'endorment en répétant inconsciemment les mêmes inquiétudes que la veille. Leur corps essaie de se reposer pendant que leur esprit continue à résoudre des problèmes imaginaires ou à anticiper ceux du lendemain. Peu à peu, cette tension devient familière. On finit par croire qu'il est normal de s'endormir avec un cerveau encore en alerte. Pourtant, les recherches en psychologie montrent que le cerveau continue à traiter les expériences émotionnelles pendant le sommeil. Les souvenirs sont réorganisés, les émotions sont intégrées et certaines connexions se renforcent discrètement au fil de la nuit. Cela signifie que les dernières minutes avant de dormir ne sont pas un simple détail de la journée. Elles constituent une transition entre le monde conscient et les processus profonds qui continuent lorsque nous ne sommes plus éveillés. C'est précisément ce que Louise Hay évoquait souvent dans « Vous pouvez guérir votre vie ». Pour elle, le dialogue intérieur ne s'interrompt pas lorsque nous fermons les yeux. Au contraire, il laisse une empreinte qui influence progressivement notre manière de ressentir, de penser et même de vivre notre relation avec notre propre corps. Cette idée ne repose pas sur la promesse d'une guérison instantanée. Elle nous invite plutôt à regarder autrement ce moment si particulier où nous remettons, pour quelques heures, le contrôle conscient à des processus beaucoup plus profonds. Comme l'aurait probablement formulé Carl Jung, une grande partie de notre vie psychique continue son travail en dehors de notre conscience. Les rêves, les symboles, les émotions non résolues et les expériences de la journée ne disparaissent pas avec le sommeil. Ils poursuivent discrètement leur chemin dans les profondeurs de l'esprit. Alors imagine un instant que, ce soir, au lieu d'offrir à ton subconscient une dernière dose de peur, de comparaison ou d'inquiétude, tu lui offres quelques minutes de calme, de bienveillance et de confiance. Non, pas parce qu'une phrase magique changerait immédiatement ta vie, mais parce que chaque nuit représente une occasion de construire une relation différente avec toi-même. Et parfois, la véritable guérison ne commence pas lorsque le corps change en premier. Elle commence lorsque l'esprit cesse enfin de passer chaque soirée à lutter contre lui-même. La plupart des gens pensent que la journée se termine au moment où ils éteignent la lumière. Pourtant, d'un point de vue psychologique, ce n'est pas vraiment le cas. Les dernières minutes avant le sommeil constituent souvent un prolongement invisible de tout ce qui a été vécu depuis le matin. Les émotions qui n'ont pas trouvé leur place, les conversations qui continuent à tourner dans la tête, les regrets, les inquiétudes ou les attentes du lendemain restent présents sous une forme plus discrète. Même lorsque le corps commence à ralentir, l'esprit, lui, ne sait pas toujours comment s'arrêter. C'est pourquoi certaines personnes s'endorment épuisées sans réussir à se reposer profondément. Leur cerveau continue à travailler sur des problèmes qui n'ont pas encore de solution. Ils répètent des dialogues imaginaires, préparent des réponses à des situations qui n'arriveront peut-être jamais, ou tentent de contrôler un futur qui reste, par définition, impossible à prévoir. À première vue, ce fonctionnement semble logique. Beaucoup pensent qu'en réfléchissant davantage, ils finiront par trouver la bonne réponse. Pourtant, il arrive un moment où réfléchir n'aide plus à résoudre le problème. Cela entretient simplement un état d'activation permanent. Le système nerveux humain n'a pas été conçu pour vivre dans cette vigilance continue. Il alterne naturellement entre des phases d'activité et des phases de récupération. Lorsque cette alternance disparaît, le corps commence à envoyer des signaux subtils. Certaines personnes se réveillent plusieurs fois pendant la nuit sans raison apparente. D'autres rêvent de situations stressantes liées à leur quotidien. D'autres encore ouvrent les yeux le matin avec la sensation d'avoir passé toute la nuit à courir sans jamais vraiment se reposer. Ce ne sont pas uniquement les heures de sommeil qui comptent. C'est aussi la qualité de l'état intérieur dans lequel on entre dans la nuit. Dans
vous pouvez guérir votre vie. Louise Hay évoque souvent l'importance de la manière dont nous parlons à notre propre esprit. Cette idée prend une dimension particulière le soir. Toute la journée, nous avons été exposés aux attentes des autres, aux informations, aux responsabilités et aux imprévus. Le moment précédant le sommeil représente parfois le seul instant où nous pouvons choisir consciemment le climat intérieur que nous souhaitons laisser s'installer. Il ne s'agit pas de nier les difficultés vécues pendant la journée, mais de décider qu'elles ne seront pas les dernières choses auxquelles notre esprit s'accrochera avant de s'endormir. Beaucoup de personnes entretiennent pourtant un dialogue intérieur étonnamment dur juste avant de dormir. Elles repensent à ce qu'elles auraient dû dire, à ce qu'elles auraient dû faire autrement, aux erreurs commises, aux occasions perdues ou aux objectifs non atteints. Elles terminent leur journée comme un juge qui prononce un verdict contre lui-même. Ce fonctionnement paraît anodin lorsqu'il se répète une seule fois. Mais lorsqu'il devient un rituel quotidien, il construit progressivement une image intérieure où la personne n'est jamais suffisamment à la hauteur. Comme l'aurait probablement observé Carl Jung, ce que nous refusons d'accueillir consciemment continue souvent à agir dans les profondeurs de la psyché. Les émotions ignorées ne disparaissent pas simplement parce qu'on décide de ne plus y penser. Elles cherchent d'autres chemins pour s'exprimer. Une irritabilité inhabituelle, une fatigue persistante, une difficulté à ressentir de la joie, ou encore cette impression étrange d'être constamment tendu sans pouvoir identifier clairement pourquoi. Le soir représente alors une occasion différente, non pas celle de résoudre toute sa vie avant de fermer les yeux, mais celle d'interrompre momentanément cette lutte intérieure permanente. Beaucoup découvrent qu'ils passent leur journée à essayer de contrôler ce qui échappe à leur influence. Ils veulent prévoir toutes les réactions, éviter toutes les erreurs, anticiper toutes les difficultés. Cette recherche de contrôle procure parfois une illusion de sécurité, mais elle demande une quantité immense d'énergie mentale. Lorsque la nuit arrive, le cerveau continue souvent ce travail sans même demander notre permission. C'est précisément là qu'un changement discret peut apparaître. Au lieu d'utiliser les dernières minutes de la journée pour réactiver les mêmes inquiétudes, certaines personnes choisissent progressivement un autre rythme. Elles éteignent les écrans un peu plus tôt. Elles respirent lentement quelques instants. Elles remercient simplement la journée pour ce qu'elle leur a appris, même lorsqu'elle a été imparfaite. Ce type de pratique ne transforme pas miraculeusement la réalité extérieure. En revanche, il modifie lentement la manière dont le système nerveux apprend à entrer dans le repos. Il est intéressant de constater que beaucoup de conflits relationnels trouvent leur origine dans des organismes déjà épuisés. Une personne qui dort mal interprète plus facilement certaines paroles comme des attaques. Elle devient moins patiente, plus réactive, moins disponible émotionnellement. Inversement, un esprit qui récupère mieux possède davantage de ressources pour prendre du recul. Il ne supprime pas les difficultés, mais il les rencontre avec une stabilité différente. Le sommeil agit ainsi comme un pont entre deux journées, mais aussi entre deux versions possibles de nous-mêmes. D'un côté, une personne qui termine chaque soir dans la tension, l'autocritique et l'anticipation permanente. De l'autre, une personne qui accepte progressivement de laisser certaines questions ouvertes jusqu'au lendemain, consciente que tout n'a pas besoin d'être résolu immédiatement. Cette deuxième posture ne signifie pas renoncer à ses responsabilités. Elle signifie reconnaître qu'aucun être humain ne peut porter le poids de toutes les réponses 24 heures sur 24. Peut-être que la véritable préparation au sommeil commence précisément à cet endroit. Non pas dans la recherche obsessionnelle d'une méthode parfaite, mais dans cette décision intérieure de ne plus offrir chaque nuit son dernier souffle de conscience à la peur. Car un esprit qui apprend doucement à terminer la journée avec davantage de douceur construit, nuit après nuit, un espace intérieur où le corps retrouve progressivement la permission de faire ce qu'il sait faire depuis toujours. Récupérer, intégrer et recommencer un nouveau jour avec un peu plus de calme que la veille. Il est étonnant de constater que beaucoup de personnes prennent davantage soin de la pièce dans laquelle elles vont dormir que de l'état intérieur avec lequel elles vont s'endormir. Elles ferment les rideaux, règlent la température, éteignent les lumières, choisissent parfois un oreiller plus confortable, mais elles laissent leur esprit envahi par des dizaines de conversations inachevées. Le corps reçoit un environnement propice au repos, tandis que le cerveau continue de vivre comme s'il était encore au milieu d'une journée de travail. Cette contradiction est devenue presque normale.
Nous avons appris à considérer les pensées incessantes comme le prix à payer pour être responsable, organisé ou ambitieux. Pourtant, il existe une différence importante entre préparer l'avenir et vivre constamment projeté dans lui. Beaucoup de personnes ne vivent plus véritablement le soir. Elles utilisent les dernières minutes avant le sommeil pour visiter mentalement le lendemain. Elles imaginent des réunions, anticipent des réponses, rejouent des conflits, construisent des scénarios dont la plupart ne se réaliseront jamais. Le cerveau, incapable de distinguer clairement une menace réelle d'une menace imaginée, mobilise alors des ressources comme « si tout cela était déjà en train de se produire », c'est précisément ce fonctionnement qui explique pourquoi certaines personnes se réveillent avec la sensation de n'avoir jamais réellement quitté leur journée précédente. Pendant la nuit, le corps est resté allongé, mais l'esprit est demeuré actif, poursuivant silencieusement un travail qui ne s'interrompt presque jamais. Avec le temps, cette tension constante finit par sembler normale. Beaucoup disent simplement « c'est mon caractère, je pense tout le temps ». Pourtant, ce n'est pas une identité. C'est souvent une habitude mentale qui s'est renforcée au fil des années. Notre époque entretient cette agitation de manière presque invisible. Même lorsque la journée semble terminée, les notifications continuent d'arriver. Les informations se renouvellent sans interruption. Les réseaux sociaux donnent l'impression que tout le monde vit encore pendant que nous essayons de ralentir. Sans nous en rendre compte, nous prolongeons artificiellement notre état d'éveil psychologique. Le cerveau reçoit en permanence de nouveaux stimuli, alors qu'il s'apprête justement à entrer dans une phase où il aurait besoin de simplifier, d'intégrer et de récupérer. Dans « Le pouvoir est en vous », Anne-Louise Hay rappelle que l'esprit répond progressivement à ce que nous répétons avec régularité. Cette idée devient particulièrement intéressante le soir. Si chaque nuit se termine dans la peur, la comparaison ou l'autocritique, ces états émotionnels cessent peu à peu d'être exceptionnels. Ils deviennent familiers. Et ce qui est familier finit souvent par être interprété comme normal, même lorsque cela nous éloigne de notre équilibre. Comme l'aurait probablement observé Carl Jung, beaucoup de personnes vivent davantage en dialogue avec leurs pensées qu'en contact avec leur expérience réelle. Elles ne regardent plus simplement la vie, elles commentent sans cesse ce qu'elles vivent. Une promenade devient une liste de problèmes à résoudre. Un dîner en famille devient l'occasion de préparer mentalement le lendemain. Même un moment de silence est rapidement rempli par une nouvelle analyse. Peu à peu, l'existence se déroule moins dans le présent que dans un commentaire intérieur permanent. Cette manière de fonctionner influence aussi profondément les relations humaines. Une personne qui ne quitte jamais vraiment ses préoccupations reste difficilement disponible pour les autres. Elle écoute, mais une partie de son attention demeure absorbée ailleurs. Elle répond rapidement, mais sans toujours être pleinement présente. Beaucoup de malentendus ne viennent pas d'un manque d'affection. Ils viennent simplement du fait que chacun vit dans un niveau de surcharge mentale qui réduit sa capacité à rencontrer véritablement l'autre. Le soir peut alors devenir un moment de réconciliation avec cette présence perdue. Non pas à travers un rituel compliqué, mais grâce à quelques gestes très simples. Éteindre volontairement les écrans quelques minutes plus tôt. Lire quelques pages d'un livre apaisant plutôt que de parcourir une suite infinie de contenus. Respirer lentement sans chercher immédiatement à remplir le silence. Observer les tensions du corps avant d'observer celles de l'agenda. Ces habitudes semblent modestes, mais elles envoient au système nerveux un message fondamental. La journée est réellement terminée. Beaucoup de personnes découvrent alors quelque chose d'inattendu. Lorsqu'elles cessent de nourrir continuellement leur agitation, certaines réponses apparaissent d'elles-mêmes. Une décision qui semblait impossible devient plus claire au réveil. Une émotion difficile perd une partie de son intensité. Une conversation qui paraissait dramatique retrouve des proportions plus réalistes. Non parce que les problèmes ont disparu pendant la nuit, mais parce que l'esprit a enfin bénéficié d'un espace où il n'était plus constamment sollicité. La qualité d'un sommeil ne dépend donc pas uniquement du nombre d'heures passées au lit. Elle dépend aussi de la manière dont nous quittons notre journée. Une personne peut dormir 8 heures tout en restant intérieurement en état de lutte. Une autre peut dormir moins longtemps, mais entrer dans la nuit avec un esprit suffisamment apaisé pour permettre à son organisme de récupérer plus profondément. Cette différence n'est pas anodine. Elle influence la patience, la concentration, la manière de parler aux autres, et même la façon dont nous interprétons les événements du lendemain. Peut-être est-ce là l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions offrir à notre esprit,
avant de dormir. Ne pas lui demander de résoudre toute notre existence avant minuit. Accepter que certaines réponses arrivent plus lentement. Reconnaître que tout ne dépend pas de notre capacité à réfléchir davantage. Et comprendre que le repos n'est pas seulement une interruption de l'activité, mais une partie essentielle de notre manière de vivre. Lorsque cette idée s'installe progressivement, la nuit cesse d'être un simple intervalle entre 2 journées de plus. Elle devient un espace de restauration intérieure, un lieu où le corps retrouve son rythme, où les émotions peuvent se déposer sans être immédiatement analysées et où l'esprit apprend, peu à peu, qu'il n'est pas obligé de rester en alerte pour mériter de se sentir en sécurité. C'est souvent dans cette confiance discrète que commence une véritable transformation, non pas spectaculaire, mais suffisamment profonde pour changer silencieusement la manière dont une personne se réveille, pense et avance vers la journée qui l'attend. Il existe une forme de fatigue que beaucoup de personnes interprètent comme un simple manque de sommeil alors qu'elles trouvent son origine ailleurs. Elles dorment suffisamment, mangent correctement, accomplissent leurs responsabilités et pourtant quelque chose semble constamment peser sur elles. Cette fatigue n'est pas uniquement physique. Elle provient souvent du fait de porter un poids émotionnel que personne ne voit. Des décisions remises à plus tard, des conversations jamais exprimées, des inquiétudes que l'on garde pour soi afin de ne pas déranger les autres. Au fil du temps, cette accumulation devient une charge silencieuse que le corps finit par ressentir lui aussi. Le soir, lorsque le monde ralentit enfin, cette charge devient plus visible. Pendant la journée, les responsabilités offrent parfois une distraction. Les tâches à accomplir occupent l'esprit et donnent l'impression que tout est sous contrôle. Mais dès que le silence revient, certaines émotions, longtemps repoussées, trouvent enfin un espace pour apparaître. Beaucoup interprètent ce moment comme une faiblesse. En réalité, il s'agit souvent du premier. Instant où l'esprit cesse d'être constamment sollicité et laisse remonter. Ce qu'il n'a pas eu le temps d'accueillir, c'est pourquoi certaines personnes redoutent presque l'heure du coucher. Non pas parce qu'elles n'aiment pas dormir, mais parce qu'elles savent qu'elles vont enfin se retrouver seules avec elles-mêmes. Elles allument une série, parcourent les réseaux sociaux, jusqu'à l'épuisement, ou cherchent n'importe quelle distraction, pour retarder le moment où elles devront simplement rester quelques minutes en compagnie de leurs propres pensées. Ce comportement n'a rien d'exceptionnel. Il révèle à quel point notre époque nous offre d'innombrables moyens d'éviter le contact avec notre vie intérieure. Pourtant, ce que nous repoussons le soir ne disparaît pas pendant la nuit. Les émotions non reconnues ne quittent pas l'organisme parce qu'on cesse d'y penser quelques heures. Elles changent simplement de langage. Elles deviennent parfois une tension dans les épaules, une respiration plus courte, une sensation permanente d'agitation ou cette impression étrange de ne jamais récupérer complètement, même après plusieurs nuits de sommeil. Le corps finit souvent par exprimer ce que l'esprit n'a jamais pris le temps d'écouter. Dans « Vous pouvez guérir votre vie », Louise Hay rappelle que notre relation avec nous-mêmes influence profondément notre équilibre général. Cette idée ne signifie pas que toutes les maladies proviennent uniquement de nos pensées. Ce serait une simplification injuste. En revanche, la manière dont nous vivons nos émotions, dont nous entretenons notre dialogue intérieur et dont nous réagissons au stress peut effectivement participer à notre bien-être global. Aujourd'hui encore, de nombreuses recherches montrent combien le stress chronique agit sur le sommeil, l'immunité, la concentration et la qualité de vie. Il est frappant d'observer combien de personnes se montrent infiniment plus compréhensives envers les autres qu'envers elles-mêmes. Lorsqu'un ami traverse une période difficile, elles trouvent naturellement des paroles de patience et de compassion. Mais lorsqu'elles vivent exactement la même situation, leur discours intérieur devient beaucoup plus sévère. Elles se reprochent leur fatigue, leur manque d'énergie ou leurs hésitations. Elles exigent d'elles-mêmes une perfection qu'elles ne demanderaient jamais à quelqu'un qu'elles aiment. Cette dureté quotidienne finit par devenir invisible parce qu'elle est répétée depuis longtemps. On ne remarque même plus certaines phrases intérieures. « Tu aurais dû faire mieux »,« Tu perds ton temps »,« Tu n'es jamais assez organisé ». À force d'être répétées, ces pensées cessent de paraître violentes. Elles deviennent simplement familières. Pourtant, le système nerveux ne fait pas la différence entre une critique venue de l'extérieur et une critique répétée par notre propre voix intérieure. Comme l'aurait probablement souligné Carl Jung, ignorer certaines dimensions de notre monde intérieur ne les fait pas disparaître. Elles continuent d'influencer nos réactions, nos relations et notre manière de percevoir la réalité.
Une personne qui passe ses soirées à lutter contre ses propres émotions risque de se réveiller le lendemain avec un esprit déjà épuisé avant même que la journée commence. Ce n'est pas seulement le manque de sommeil qui explique cette sensation. C'est aussi le fait que le repos psychologique n'a jamais véritablement eu lieu. Il existe pourtant une autre manière de terminer une journée. Elle ne consiste pas à faire semblant que tout va bien, ni à se convaincre artificiellement que chaque difficulté est positive. Elle consiste simplement à reconnaître que certaines choses n'ont pas besoin d'être résolues immédiatement. Toutes les questions ne trouvent pas leur réponse avant minuit. Toutes les blessures ne guérissent pas en une seule conversation. Toutes les décisions importantes ne peuvent pas être prises sous l'effet de la fatigue. Cette acceptation produit souvent un effet inattendu. Lorsque l'esprit cesse de vouloir contrôler chaque détail de l'avenir, il retrouve progressivement une partie de son énergie. Non parce que les problèmes disparaissent, mais parce qu'il n'est plus obligé de les porter sans interruption. Il découvre qu'il est possible de déposer momentanément certaines préoccupations sans devenir irresponsable. Le sommeil cesse alors d'être uniquement un besoin biologique. Il devient un acte de confiance, une manière de reconnaître que la vie continuera son mouvement pendant quelques heures sans que nous ayons à tout surveiller. Cette confiance peut sembler modeste, mais elle transforme profondément la qualité du repos. Le cerveau apprend peu à peu qu'il existe des moments où il peut relâcher sa vigilance sans danger. Peut-être est-ce précisément ce dont beaucoup ont le plus besoin aujourd'hui. Non pas davantage de conseils, davantage de méthodes ou davantage de contrôle, mais la permission de ne pas être constamment en état d'alerte. Dans un monde qui valorise l'hyperactivité, ralentir quelques instants avant de dormir devient presque un acte de résistance intérieure. C'est une manière de rappeler à son esprit que sa valeur ne dépend pas uniquement de ce qu'il produit, résout ou anticipe. Et parfois, la guérison commence exactement là. Pas dans un changement spectaculaire, pas dans une promesse irréaliste, mais dans cette décision profondément humaine de terminer la journée avec un peu plus de douceur que celle avec laquelle on l'a commencée. Parce qu'un esprit qui apprend à s'endormir sans se battre contre lui-même offre aussi à son corps une possibilité précieuse, celle de consacrer la nuit non plus à survivre à la tension, mais à retrouver, lentement, son équilibre naturel. Il existe une question que peu de personnes prennent réellement le temps de se poser avant de s'endormir. Qu'est-ce que je transporte encore aujourd'hui qui n'a plus besoin de m'accompagner cette nuit? Nous avons tendance à croire que seuls les objets ont du poids. Pourtant, certaines pensées pèsent davantage qu'une valise. Une rancœur entretenue pendant plusieurs années, une culpabilité jamais exprimée, une peur répétée quotidiennement ou une colère silencieuse occupent une place considérable dans notre vie intérieure. Le problème n'est pas seulement qu'elles existent. Le problème est qu'elles deviennent parfois si familières que nous finissons par les considérer comme une partie normale de notre identité. Le cerveau humain possède une remarquable capacité d'adaptation. Cette qualité lui permet d'apprendre, de mémoriser et de développer de nouvelles compétences. Mais elle possède aussi une conséquence moins visible. Nous pouvons nous habituer à vivre dans un état de tension sans même remarquer à quel point celui-ci influence notre existence. Certaines personnes oublient ce que signifie respirer profondément sans effort. Elles ne se souviennent plus de la dernière fois où elles ont traversé une journée entière sans ressentir cette légère pression au fond de la poitrine ou cette impression diffuse que quelque chose pourrait mal tourner à tout moment. Cette vigilance permanente est rarement provoquée par un seul événement. Elle se construit lentement à travers des centaines de petites expériences. Une déception qui n'a jamais été vraiment comprise. Une période où l'on s'est senti abandonné. Des années passées à devoir être fort pour tout le monde sans jamais reconnaître sa propre fatigue. À force, le système nerveux apprend que le monde est un endroit où il faut constamment rester prêt à se défendre. Le plus paradoxal est que cette manière de vivre finit souvent par influencer notre rapport aux bonnes nouvelles elles-mêmes. Beaucoup de personnes reçoivent enfin ce qu'elles attendaient depuis longtemps, mais n'arrivent plus à en profiter pleinement. Elles obtiennent une promotion et pensent immédiatement aux nouvelles responsabilités. Elles rencontrent quelqu'un de bien, mais craignent déjà que cette relation ne s'arrête un jour. Elles traversent enfin une période plus calme, mais restent incapables de relâcher complètement leur vigilance. Leur esprit a tellement appris à anticiper les difficultés qu'il ne sait plus vraiment comment accueillir la tranquillité. Dans La puissance de la femme, Louise Hay
évoque à plusieurs reprises l'importance de la bienveillance envers soi-même comme fondement d'une véritable transformation. Cette idée paraît simple, jusqu'au moment où l'on observe notre dialogue intérieur quotidien. Beaucoup parlent d'amour, de paix ou de confiance, mais passent leur soirée à se rappeler tout ce qu'ils n'ont pas réussi à accomplir. Ils terminent la journée en dressant mentalement la liste de leurs insuffisances au lieu de reconnaître aussi les efforts silencieux qu'ils ont fournis. Pourtant, il existe une différence essentielle entre vouloir progresser et vivre dans une insatisfaction permanente. La première pousse à évoluer. La seconde épuise lentement toute joie de vivre. Une personne qui ne célèbre jamais les petits pas finit par croire qu'aucun progrès n'a de valeur tant que tout n'est pas parfait. Cette manière de penser crée une course sans ligne d'arrivée. Chaque objectif atteint devient immédiatement insuffisant. Comme l'aurait probablement observé Carl Jung, l'être humain passe parfois une grande partie de son existence à chercher à devenir quelqu'un, d'autre avant d'accepter pleinement celui qu'il est déjà. Cette poursuite incessante produit une étrange contradiction. Plus nous essayons de fuir certaines parties de nous-mêmes, plus elles continuent à demander notre attention. Les émotions ignorées ne disparaissent pas. Elles deviennent simplement plus silencieuses, plus profondes et parfois plus influentes. La nuit représente alors une occasion particulière. Elle nous invite non seulement à reposer notre corps, mais aussi à déposer, au moins pour quelques heures, ce besoin permanent de nous améliorer, de nous comparer ou de nous justifier. Ce geste peut sembler presque insignifiant. Pourtant, il transforme profondément la manière dont nous entrons dans le sommeil, car un esprit qui n'a plus besoin de prouver constamment sa valeur retrouve peu à peu une qualité de repos qu'aucune performance ne peut offrir. Les relations humaines nous montrent souvent cette réalité avec une grande clarté. Les personnes auprès desquelles nous nous sentons véritablement en sécurité ne sont pas toujours celles qui parlent le plus ou qui donnent les meilleurs conseils. Ce sont souvent celles auprès desquelles nous n'avons pas besoin de jouer un rôle. Nous pouvons nous montrer fatigués, hésitants, imparfaits, sans craindre d'être immédiatement jugés. Cette sensation de sécurité produit un effet remarquable sur le système nerveux. Le corps se détend presque naturellement parce qu'il ne ressent plus le besoin de rester constamment sur la défensive. La relation que nous entretenons avec nous-mêmes devrait progressivement ressembler à cette qualité de présence. Pas une relation où tout est toujours facile, mais un espace intérieur où il devient possible de reconnaître ses limites sans transformer chaque faiblesse en condamnation. Beaucoup découvrent que la paix ne vient pas lorsqu'ils deviennent parfaits. Elle apparaît lorsqu'ils cessent enfin de faire de chaque imperfection une menace contre leur valeur personnelle. Le soir est probablement le meilleur moment pour pratiquer cette forme de réconciliation intérieure. Les obligations sont derrière nous. Les décisions importantes peuvent attendre le lendemain. Il ne reste plus qu'une question essentielle. Avec quelle version de moi-même ai-je envie de passer cette nuit ? Celle qui continue de compter ses erreurs ou celle qui reconnaît aussi tout ce qu'elle a traversé avec courage, même lorsque personne ne l'a vu. Peut-être que la véritable guérison commence moins par ce que nous ajoutons à notre vie que par ce que nous acceptons enfin de déposer. Déposer la comparaison incessante. Déposer l'exigence irréaliste de tout maîtriser. Déposer la culpabilité de ne pas avancer assez vite. Déposer cette voix intérieure qui répète depuis trop longtemps que nous devons mériter le droit de nous sentir en paix. Lorsqu'une personne s'autorise enfin à laisser ses poids derrière elle, même pour une seule nuit, quelque chose change discrètement. Le sommeil cesse d'être une simple interruption entre deux journées. Il devient un espace où l'esprit retrouve peu à peu la confiance que tout ne dépend pas uniquement de sa capacité à rester constamment en alerte. Et dans cette confiance retrouvée, le corps reçoit enfin ce qu'il attendait peut-être depuis longtemps. La possibilité de consacrer son énergie non plus à maintenir la tension, mais à restaurer lentement l'équilibre profond dont toute vie a besoin. Il existe une croyance profondément ancrée chez beaucoup de personnes. Si elles réfléchissent suffisamment longtemps à leurs problèmes, elles finiront forcément par trouver la solution parfaite. Cette idée paraît logique. Après tout, réfléchir est utile. C'est ainsi que nous apprenons, que nous planifions et que nous prenons des décisions. Pourtant, il existe une frontière presque invisible entre réfléchir et ruminer. L'une ouvre des perspectives, l'autre tourne en cercle. Et le soir, lorsque le monde devient plus silencieux, cette différence apparaît avec une clarté particulière. Beaucoup connaissent cette expérience sans lui donner de nom. Une situation revient sans cesse dans l'esprit.
On la revisite sous tous les angles. On imagine ce que l'on aurait dû dire, ce que l'on dira demain, ce qui pourrait arriver si les choses tournent mal. Pendant quelques minutes, cela donne l'impression d'agir. En réalité, aucune décision n'est prise. L'énergie mentale est simplement recyclée dans le même scénario. Plus le cerveau revient à cette histoire, plus elle semble importante. Ce mécanisme explique pourquoi certains soucis deviennent disproportionnés au moment du coucher. Ce n'est pas toujours parce qu'ils sont plus graves. C'est souvent parce qu'ils occupent seuls toute la scène intérieure. Notre cerveau possède un biais naturel. Il préfère résoudre une tension inachevée plutôt que de la laisser ouverte. C'est une qualité qui a longtemps favorisé la survie humaine. Mais dans la vie moderne, cette tendance produit parfois l'effet inverse. Nous essayons de résoudre à 2 heures du matin des situations qui dépendront d'une conversation prévue le lendemain. Nous cherchons une certitude que personne ne peut encore nous donner. Nous exigeons des réponses alors que certaines expériences demandent simplement du temps. Cette recherche permanente de résolution immédiate crée une fatigue particulière. Elle ne ressemble pas à l'épuisement physique après une longue journée. Elle ressemble davantage à un bruit de fond qui ne s'éteint jamais complètement. Beaucoup disent alors « Je suis fatigué, mais je n'arrive pas à dormir ». En réalité, le corps est prêt au repos. C'est l'esprit qui refuse encore de déposer ce qu'il transporte. Dans « Le pouvoir est en vous », Louise Hay rappelle que nous pouvons choisir la manière dont nous accompagnons nos pensées. Cette idée ne signifie pas que nous contrôlons chacune d'elles. Des pensées difficiles continueront toujours d'apparaître. En revanche, nous pouvons apprendre à ne plus leur donner automatiquement toute notre attention. Entre une pensée qui surgit et celle qui reste pendant 1 heure, il existe souvent une différence essentielle. L'espace que nous lui accordons. Les neurosciences observent un phénomène intéressant. Plus une émotion est accueillie avec curiosité plutôt qu'avec résistance, plus elle tend à diminuer naturellement. À l'inverse, une émotion combattue sans cesse gagne souvent en intensité. Beaucoup essaient donc de ne plus penser à ce qui les inquiète. Mais cette lutte devient elle-même une nouvelle source de tension. L'esprit se retrouve alors pris dans un paradoxe. Plus il veut chasser certaines pensées, plus elles reviennent. Comme l'aurait probablement analysé Carl Jung, ce qui cherche à être compris ne disparaît pas parce qu'on lui ferme la porte. Il attend simplement un autre moment pour revenir. C'est pourquoi le véritable apaisement ne naît pas toujours du contrôle, mais de l'acceptation. Accepter qu'une inquiétude existe ne signifie pas lui donner raison. Cela signifie reconnaître sa présence sans lui permettre de gouverner toute la conscience. Les relations humaines offrent de nombreux exemples de ce fonctionnement. Une remarque maladroite prononcée dans l'après-midi peut continuer à occuper l'esprit pendant toute la soirée. Pendant ce temps, la personne qui l'a prononcée est peut-être déjà passée à autre chose. Nous découvrons alors que nous souffrons parfois moins des événements eux-mêmes que de la manière dont nous continuons à les nourrir intérieurement. Une phrase répétée 100 fois dans notre esprit finit par devenir beaucoup plus lourde que lorsqu'elle a été prononcée une seule fois. Le soir représente donc une occasion précieuse d'interrompre ce cercle. Non pas en cherchant à effacer les émotions, mais en leur donnant une juste place. Toutes les pensées ne méritent pas d'être développées. Toutes les peurs ne demandent pas une réponse immédiate. Toutes les incertitudes ne doivent pas être résolues avant de dormir. Cette compréhension apporte une forme de maturité psychologique. Elle nous apprend que le repos n'est pas seulement un besoin biologique. C'est aussi un acte de confiance envers la vie. Cette confiance ne consiste pas à croire que rien de difficile n'arrivera. Elle consiste à reconnaître que notre esprit n'a pas besoin d'être constamment en état d'alerte pour nous protéger. Beaucoup de personnes vivent comme si leur vigilance permanente empêchait les problèmes d'apparaître. Pourtant, cette vigilance les prive souvent d'une ressource indispensable, la récupération émotionnelle. Il est frappant d'observer que les décisions prises après une nuit réellement réparatrice sont souvent plus équilibrées que celles prises au milieu de la fatigue. Une situation qui semblait insoluble retrouve parfois des proportions plus réalistes au réveil. Une émotion intense perd naturellement de sa force. Une conversation redoutée paraît soudain moins menaçante. Ce changement ne vient pas uniquement du sommeil lui-même. Il vient aussi du fait que le cerveau a enfin bénéficié d'un espace où il n'était plus obligé de produire sans interruption. Peut-être est-ce finalement cela, le plus beau rituel avant de dormir. Rappeler doucement à son esprit qu'il a suffisamment travaillé pour aujourd'hui. Que certaines réponses arriveront demain, que certaines blessures demanderont encore du temps, et que notre valeur ne dépend pas de notre capacité à résoudre chaque problème
avant de fermer les yeux. Lorsque cette idée s'installe peu à peu, la nuit cesse d'être un lieu où l'on emporte les inquiétudes de la journée. Elle devient un espace où l'on apprend progressivement à faire confiance à quelque chose que notre époque oublie souvent. Le fait que le calme n'est pas une récompense réservée à ceux qui ont tout réglé. Il est une condition essentielle pour retrouver la clarté, la force intérieure et cette capacité profondément humaine à recommencer chaque nouveau matin avec un cœur un peu plus léger. Il existe une dimension de la santé dont on parle beaucoup moins que de l'alimentation, de l'exercice ou du sommeil. Pourtant, elle influence silencieusement chacun de ces domaines. Cette dimension est la qualité de la relation que nous entretenons avec notre propre corps. Beaucoup de personnes vivent avec leur corps comme avec un partenaire qu'elles ne cessent de critiquer. Elles ne remarquent que ce qui ne fonctionne plus, ce qui vieillit, ce qui fait mal ou ce qui ne correspond pas à leurs attentes. Très rarement, elles prennent le temps de reconnaître tout ce que leur organisme accomplit chaque jour sans demander la moindre récompense. Le cœur bat sans que nous ayons besoin d'y penser. Les poumons continuent leur travail, même lorsque notre attention est ailleurs. Des milliards de cellules réparent, renouvellent et protègent constamment notre organisme dans un silence absolu. Cette intelligence biologique agit sans relâche. Pourtant, nous n'y prêtons souvent attention que lorsqu'un symptôme apparaît. Nous développons alors une relation fondée presque uniquement sur l'inquiétude. Le corps cesse d'être un allié pour devenir un sujet de préoccupation. Cette manière de percevoir notre organisme influence profondément notre équilibre psychologique. Lorsqu'une personne considère son corps comme un adversaire, chaque sensation inhabituelle devient une source d'anxiété. Une fatigue passagère semble annoncer quelque chose de grave. Une douleur légère monopolise toute l'attention. Le cerveau, naturellement programmé pour détecter les menaces, amplifie alors cette vigilance. Peu à peu, l'individu ne vit plus avec son corps, mais contre lui. À l'inverse, il existe une attitude plus apaisée qui ne consiste ni à ignorer les symptômes, ni à nier les difficultés. Elle repose sur une forme de coopération intérieure. Écouter les signaux du corps avec sérieux sans leur attribuer immédiatement la pire signification possible. Reconnaître les limites sans les vivre comme des échecs. Accepter les périodes de fatigue sans transformer chaque ralentissement en preuve de faiblesse. Cette posture demande de la maturité, car elle s'éloigne des réactions impulsives auxquelles notre époque nous habitue. Dans « Vous pouvez guérir votre vie », Louise Hay évoque souvent l'idée que le corps répond aussi à la manière dont nous lui parlons intérieurement. Cette réflexion ne remplace évidemment ni les soins médicaux, ni les connaissances scientifiques. Elle rappelle simplement qu'un organisme soumis quotidiennement à la peur, à l'autocritique et au stress prolongé, ne vit pas dans le même climat intérieur qu'un organisme accompagné avec davantage de respect et de patience. Aujourd'hui encore, la psychologie de la santé montre combien l'état émotionnel peut influencer la qualité du sommeil, la récupération et la perception de la douleur. Le soir constitue un moment particulièrement propice pour reconstruire cette relation. Pendant la journée, notre attention est constamment tournée vers l'extérieur. Nous répondons aux attentes professionnelles, familiales ou sociales. Mais lorsque la nuit approche, une autre question peut apparaître. Comment ai-je traité mon propre corps aujourd'hui? L'ai-je uniquement sollicité ou ai-je aussi remarqué tout ce qu'il m'a permis d'accomplir? Cette interrogation change subtilement le regard. Elle remplace l'exigence par la reconnaissance. Beaucoup de personnes vivent pourtant dans une logique de performance permanente. Elles ne s'autorisent à ralentir qu'une fois complètement épuisées. Elles repoussent les signaux de fatigue jusqu'au moment où le corps les oblige à s'arrêter. Ce comportement est souvent valorisé socialement. On admire ceux qui tiennent malgré tout, ceux qui dorment peu, ceux qui semblent toujours disponibles. Mais derrière cette image de force se cache parfois une profonde difficulté à reconnaître ses propres besoins. Comme l'aurait probablement observé Carl Jung, l'être humain risque de perdre le contact avec lui-même lorsqu'il s'identifie exclusivement au rôle qu'il joue. Être performant, efficace, utile ou indispensable peut devenir une manière d'oublier sa propre vulnérabilité. Pourtant, cette vulnérabilité n'est pas un obstacle à la santé psychologique. Elle en fait partie. Accepter que le corps ait parfois besoin de repos, que l'esprit ait besoin de silence ou que le cœur ait besoin de temps ne diminue pas une personne. Cela la rend plus complète. Il est intéressant d'observer que les soirées les plus paisibles ne sont pas toujours celles où tout s'est parfaitement déroulé. Elles sont souvent celles où l'on accepte que la journée soit terminée telle qu'elle est,
Certaines tâches resteront inachevées. Certaines réponses viendront plus tard. Certaines imperfections ne seront pas corrigées avant demain. Cette acceptation ne traduit pas un manque d'ambition. Elle représente une capacité précieuse, celle de ne plus prolonger inutilement les tensions lorsque la journée touche à sa fin. Le cerveau apprécie les rituels parce qu'ils lui donnent des repères. Lorsqu'une personne répète chaque soir quelques gestes simples, ralentir sa respiration, éloigner les écrans, remercier son corps pour ce qu'il a traversé, accueillir le silence quelques instants, elle construit progressivement une association nouvelle. La nuit cesse d'être liée à l'inquiétude et devient un espace de récupération. Ce changement est discret. Il ne transforme pas une existence en quelques jours, mais il modifie lentement le climat émotionnel dans lequel le sommeil s'installe. Peut-être que la véritable guérison commence moins par la recherche incessante de nouvelles solutions que par une qualité différente de présence envers soi-même. Le corps n'attend pas uniquement des traitements ou des performances. Il attend aussi que nous cessions parfois de le considérer comme un problème à résoudre. Il attend un regard plus doux, une écoute plus attentive et cette confiance silencieuse qui lui permet d'accomplir, pendant la nuit, l'immense travail de restauration qu'il effectue depuis le premier jour de notre existence. Avant de fermer les yeux ce soir, il n'est peut-être pas nécessaire de trouver toutes les réponses. Il suffit parfois de se rappeler que ton corps n'est pas seulement le lieu où tu vis. Il est aussi le compagnon qui t'a accompagné dans chacune de tes joies, de tes blessures, de tes réussites et de tes épreuves. Le traiter avec davantage de gratitude et de bienveillance n'efface pas instantanément les difficultés, mais crée peu à peu les conditions intérieures dans lesquelles le repos, l'équilibre et la récupération peuvent enfin retrouver leur juste place. Au cours d'une vie, il arrive que l'on découvre une vérité aussi simple que dérangeante. Une grande partie de notre souffrance ne provient pas uniquement de ce que nous vivons, mais de la résistance que nous opposons à ce que nous ressentons. Nous avons appris à lutter contre nos émotions comme si elles étaient des adversaires. Nous voulons éliminer immédiatement la peur, faire disparaître la tristesse, effacer la colère, accélérer le processus de guérison. Pourtant, les émotions suivent rarement les ordres de la volonté. Plus on leur impose de partir, plus elles semblent parfois s'installer durablement. Cette réaction est profondément humaine. Depuis l'enfance, beaucoup ont entendu qu'il fallait être fort, ne pas montrer ses faiblesses, avancer malgré tout. Avec le temps, cette injonction devient une habitude intérieure. Une personne ressent de la fatigue, mais se persuade qu'elle doit continuer. Elle traverse un deuil, mais reprend immédiatement son rythme habituel. Elle vit une déception importante, mais se répète qu'elle n'a pas le droit de ralentir. Ce fonctionnement donne parfois l'impression de maîtriser la situation. En réalité, il éloigne progressivement la personne de ses propres besoins. Le soir, lorsque les obligations disparaissent enfin, ces émotions longtemps repoussées cherchent naturellement un espace pour exister. Beaucoup interprètent alors cette montée émotionnelle comme une preuve que quelque chose ne va pas. Pourtant, il est possible que ce soit exactement l'inverse. Peut-être que l'esprit cesse enfin de courir suffisamment longtemps pour laisser apparaître ce qui demandait simplement à être reconnu. Notre société entretient souvent une vision très mécanique du bien-être. Si quelque chose fait mal, il faudrait immédiatement le réparer. Si une émotion devient inconfortable, il faudrait rapidement la remplacer par une émotion plus agréable. Pourtant, le fonctionnement psychologique est beaucoup plus subtil. Certaines blessures ne demandent pas d'être supprimées aussi vite que possible. Elles demandent d'être comprises. Car une émotion écoutée change souvent naturellement de forme. Une émotion constamment combattue, elle, continue généralement à réclamer notre attention. Dans « Méditation pour guérir votre vie », Louise Hay revient souvent sur la puissance de l'acceptation intérieure. Cette acceptation ne signifie pas renoncer à évoluer. Elle signifie arrêter de faire la guerre à chaque partie de soi qui traverse une difficulté. Beaucoup confondent encore bienveillance et faiblesse. Pourtant, il faut souvent davantage de courage pour accueillir honnêtement ce que l'on ressent que pour continuer à prétendre que tout va bien. Comme l'aurait probablement observé Carl Jung, ce qui est rejeté à l'intérieur cherche inévitablement un autre moyen de se manifester. Une peur ignorée devient parfois une tension permanente. Une tristesse étouffée se transforme en fatigue inexpliquée. Une colère jamais exprimée finit par apparaître dans des situations qui n'ont pourtant aucun lien avec son origine. L'esprit possède une remarquable capacité à déplacer les conflits non résolus lorsqu'ils ne trouvent pas d'espace ou être reconnus. Cette réalité apparaît souvent dans les relations humaines.
Certaines personnes réagissent avec une intensité surprenante à des événements relativement modestes. Une remarque anodine provoque une profonde blessure. Un simple retard devient un sentiment d'abandon. Une critique constructive est vécue comme un rejet total. Ce ne sont pas toujours les événements présents qui expliquent ces réactions. Ils réveillent parfois des émotions beaucoup plus anciennes qui attendaient déjà sous la surface. Le soir offre une occasion rare de rencontrer ces mouvements intérieurs sans avoir immédiatement besoin de les corriger. Il est possible de reconnaître une inquiétude sans chercher instantanément à la faire disparaître. Il est possible d'observer une tristesse sans conclure que tout va mal. Cette posture demande de la patience, car nous avons été habitués à vouloir résoudre rapidement tout ce qui nous dérange. Pourtant, certaines réponses apparaissent uniquement lorsque nous cessons de les poursuivre avec acharnement. Il est également frappant de constater combien notre manière de nous parler influence notre capacité à récupérer. Beaucoup terminent leur journée en établissant mentalement la liste de tout ce qui manque encore. Les objectifs non atteints, les erreurs commises, les conversations imparfaites, les décisions reportées. Très peu prennent le temps de reconnaître les gestes discrets qui ont pourtant demandé du courage. Avoir continué malgré la fatigue, avoir écouté quelqu'un avec sincérité, avoir résisté à une ancienne habitude ou simplement avoir traversé une journée difficile sans renoncer. Cette reconnaissance n'a rien d'une flatterie artificielle. Elle permet simplement à l'esprit de construire une image plus complète de la réalité. Car lorsque nous ne regardons que nos insuffisances, nous créons progressivement un récit intérieur où nous sommes toujours en retard sur nous-mêmes. À l'inverse, lorsque nous apprenons à voir également nos progrès silencieux, nous développons une relation plus équilibrée avec notre propre histoire. Le cerveau a besoin de cohérence pour retrouver le calme. Il n'a pas besoin qu'on lui promette une vie sans difficulté. Il a besoin de comprendre qu'il existe un endroit où il n'est pas constamment jugé, poussé ou comparé. Cet endroit peut progressivement devenir notre propre présence intérieure. Non pas un refuge où l'on fuit le monde, mais un espace où l'on retrouve suffisamment de stabilité pour retourner vers lui avec davantage de clarté. Peut-être est-ce finalement le plus beau cadeau que l'on puisse s'offrir avant de dormir. Cesser, ne serait-ce que pour une nuit, de se considérer comme un problème à résoudre. Accepter que la journée ait été imparfaite. Reconnaître que certaines blessures poursuivent encore leur chemin. Comprendre que la guérison ne se mesure pas uniquement à la disparition immédiate de la douleur, mais aussi à la manière dont nous apprenons peu à peu à vivre avec nous-mêmes sans nous condamner à chaque étape. Lorsque cette attitude devient une habitude, quelque chose change en profondeur. Le sommeil n'est plus seulement un moment où le corps récupère. Il devient un espace où l'esprit cesse progressivement de lutter contre sa propre histoire. Et dans ce silence retrouvé, le système nerveux découvre enfin qu'il existe une autre manière de traverser la vie. Non pas dans une vigilance permanente, mais dans une confiance patiente qui laisse au temps, au corps et à la conscience la possibilité de faire leur œuvre, nuit après nuit. Il arrive un moment où une personne comprend que la guérison n'est pas un lieu où l'on arrive une fois pour toutes. C'est une manière différente d'habiter chaque journée, et peut-être plus encore chaque soirée. Pendant longtemps, beaucoup imaginent qu'ils se sentiront enfin en paix, lorsque toutes leurs blessures auront disparu, lorsque toutes leurs peurs seront résolues ou lorsque leur vie sera devenue parfaitement stable. Pourtant, cette image crée souvent une nouvelle pression. Elle laisse croire que l'on n'a pas le droit de se sentir serein tant qu'il reste encore quelque chose à réparer. Mais la vie ne fonctionne presque jamais de cette façon. Même les personnes les plus équilibrées connaissent des périodes de doute. Elles traversent des pertes, des changements inattendus, des moments où les réponses tardent à venir. Ce qui les distingue n'est pas l'absence de difficultés, c'est la relation qu'elles entretiennent avec ces difficultés. Elles ne font plus de chaque émotion un verdict sur leur avenir. Elles savent qu'une journée difficile ne définit pas une existence entière et qu'une nuit agitée n'efface pas tout le chemin déjà parcouru. Cette compréhension transforme profondément la manière dont on regarde son propre corps. Beaucoup ont grandi avec l'idée que celui-ci devait toujours répondre parfaitement à leurs attentes. Il fallait être en forme, productif, disponible, performant. Lorsque la fatigue apparaissait, elle était vécue comme un obstacle. Lorsque la maladie se présentait, elle semblait presque être une trahison. Peu à peu, certains développent une relation où le corps est jugé en permanence au lieu d'être écouté. Pourtant, le corps possède une sagesse particulière. Il ralentit parfois lorsque l'esprit refuse de le faire. Il réclame du repos,
lorsque nous continuons à avancer mécaniquement. Il rappelle discrètement que l'être humain n'est pas une machine capable de fonctionner indéfiniment sans récupération. Beaucoup découvrent cette vérité seulement lorsqu'ils atteignent leurs limites. Ils réalisent alors que la santé ne consiste pas uniquement à éviter la maladie, mais aussi à construire une manière de vivre qui ne transforme pas chaque journée en combat contre soi-même. Dans « Vous pouvez guérir votre vie », Louise Hay invite souvent le lecteur à considérer son organisme avec davantage de douceur. Cette invitation ne remplace évidemment ni la médecine, ni les soins adaptés. Elle propose simplement un changement de regard. Au lieu de considérer son corps uniquement lorsqu'il souffre, apprendre à reconnaître tout ce qu'il accomplit silencieusement. Cette gratitude ne guérit pas tout, mais elle modifie profondément la qualité de la relation intérieure. Les recherches actuelles sur le stress montrent d'ailleurs combien notre manière de vivre les événements influence leur impact sur notre organisme. Deux personnes confrontées à une même situation peuvent développer des réactions très différentes selon leurs ressources émotionnelles, leur qualité de sommeil, leur environnement relationnel et la manière dont elles interprètent ce qu'elles traversent. Cela ne signifie pas que tout dépend de la pensée. Cela rappelle simplement que le psychologique et le physique dialoguent constamment. Comme l'aurait probablement expliqué Carl Jung, une partie essentielle de notre équilibre naît lorsque nous cessons de vivre séparés de nous-mêmes. Beaucoup passent leur journée à satisfaire les attentes extérieures tout en ignorant leurs besoins les plus simples. Ils savent exactement ce que les autres attendent d'eux, mais beaucoup plus rarement ce dont leur propre esprit a besoin pour retrouver un véritable calme. Cette déconnexion ne produit pas immédiatement de souffrance visible. Elle s'installe lentement jusqu'au jour où l'on réalise que l'on fonctionne davantage par automatisme que par présence. Le soir offre justement une occasion rare de retrouver cette présence. Pas à travers un exercice compliqué, ni une méthode spectaculaire. Simplement en créant un moment où l'on cesse de vouloir produire, convaincre, résoudre ou prouver. Un moment où l'on peut respirer sans objectif particulier. Observer son état intérieur sans chercher immédiatement à le modifier. Accepter que certaines réponses arrivent demain et que certaines blessures poursuivent encore leur propre rythme de guérison. Cette manière de terminer la journée transforme progressivement notre rapport au temps. Nous cessons de considérer chaque journée comme un examen à réussir parfaitement. Nous la voyons davantage comme une étape d'un chemin plus vaste. Certains jours apporteront de la clarté. D'autres nous confronteront à nos limites. Les deux ont leur place. Les deux participent à notre évolution. Cette vision réduit considérablement la pression intérieure qui accompagne tant de personnes jusqu'au moment de s'endormir. Il est également intéressant de remarquer que les souvenirs qui nous apaisent le plus sont rarement liés à des performances exceptionnelles. Nous nous rappelons souvent un regard bienveillant, une conversation sincère, un lever de soleil observé sans se presser, un repas partagé dans le calme, une promenade où l'esprit s'était enfin arrêté de courir. Ces instants possèdent une qualité commune. Pendant quelques minutes, nous étions pleinement présents. Rien d'extraordinaire ne s'était produit, mais nous n'étions plus en train de lutter contre le moment présent. Peut-être que la véritable guérison ressemble davantage à cette qualité de présence qu'à une transformation spectaculaire. Elle ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. Elle consiste à retrouver progressivement une relation plus paisible avec celui que nous sommes déjà. À ne plus terminer chaque journée en dressant le bilan de nos insuffisances, mais en reconnaissant aussi notre courage discret, notre capacité à continuer malgré les épreuves et les nombreux efforts que personne d'autre n'a vus. Alors, ce soir, avant de fermer les yeux, rappelle-toi une chose essentielle. Ton corps a traversé cette journée avec toi. Ton esprit a porté ce qu'il pouvait porter. Tu n'es pas obligé d'ajouter une nouvelle bataille intérieure avant de dormir. Tu peux choisir de déposer, ne serait-ce que pour quelques heures, les inquiétudes qui n'ont pas encore trouvé leur réponse. Tu peux offrir à ton organisme le silence dont il a besoin pour accomplir son immense travail de restauration, car la nuit n'est pas seulement une interruption entre deux journées. Elle est un rappel discret que la vie sait aussi avancer lorsque nous acceptons enfin de relâcher notre emprise. Et il arrive souvent que les premiers signes d'un véritable mieux-être n'apparaissent pas au moment où nous faisons davantage d'efforts, mais au moment où nous apprenons enfin à terminer la journée avec plus de confiance, plus de douceur et davantage de paix envers nous-mêmes. Avant de terminer cette vidéo, garde une idée en mémoire, tu n'as pas besoin d'attendre. Que toute ta vie soit parfaitement en ordre pour commencer à guérir. Tu n'as pas besoin d'éliminer toutes tes peurs avant d'eux.
retrouver le calme. Tu n'as pas besoin de contrôler chaque événement pour permettre à ton corps et à ton esprit de respirer à nouveau. La véritable transformation commence souvent beaucoup plus discrètement. Elle commence le soir, lorsque tu décides de ne plus transformer ton lit en salle d'audience où tu juges chacune de tes erreurs. Elle commence lorsque tu acceptes que cette journée, avec ses réussites, ses imperfections, ses silences et ses difficultés, a déjà fait partie de ton chemin. Elle commence lorsque tu cesses enfin de croire que ton corps est ton ennemi, alors qu'il t'accompagne fidèlement depuis le premier jour de ta vie. Dans « Vous pouvez guérir votre vie », Louise Hay nous rappelle que chaque pensée de bienveillance répétée avec sincérité devient peu à peu une nouvelle manière de vivre. Et comme l'aurait probablement exprimé Carl Jung, ce n'est qu'en accueillant avec lucidité notre monde intérieur que nous cessons d'être dirigés inconsciemment par lui. Alors ce soir, avant de fermer les yeux, offre-toi un cadeau que personne d'autre ne peut t'offrir. Pardonne-toi ce qui n'a pas été parfait. Remercie ton corps pour tout ce qu'il a fait aujourd'hui, même lorsque tu ne t'en es pas aperçu. Respire profondément, puis laisse partir ce qui n'a plus besoin d'eux. T'accompagner pendant cette nuit, tu n'es pas obligé de porter toutes tes inquiétudes jusqu'à demain. Certaines réponses arrivent lorsque l'esprit se tait. Certaines blessures commencent à cicatriser lorsque nous cessons enfin de lutter contre elles. Et certaines des plus grandes transformations de notre existence commencent pendant que le monde dort. Dans le silence d'une nuit où, pour la première fois depuis longtemps, nous acceptons simplement d'être en paix avec nous-mêmes. Si cette vidéo t'a apporté du réconfort, de la sérénité ou une nouvelle manière de regarder tes soirées, abonne-toi à la chaîne et rejoins cette communauté qui explore, avec profondeur et bienveillance, les enseignements de Louise Hay, la psychologie humaine et le chemin vers une vie plus consciente. Prends soin de toi. Et lorsque tu poseras ta tête sur ton oreiller ce soir,